ça va être un chou qui va monter à 2 mètres de hauteur, qui va faire un tronc avec tellement gros qu'il va falloir le tutorer à un moment donné parce qu'il a tellement de feuilles. Les petites feuilles sont excellentes à manger en salade, en mesclin, les feuilles moyennes excellentes à poêler. En un demi-siècle, on a perdu 75% de la biodiversité alimentaire qui existait de l'avant-guerre. Tout ça, c'est pareil, c'était des variétés avec un pouvoir nutritionnel et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, en fait, quand on voit les variétés de tomates qui sont vendues sur les étals, c'est ridicule par rapport à tout ce qui peut exister. Nous, on le voit, je sais pas, prenons un exemple simple, les courges. Tout le monde veut du butternut, c'est ce que tout le monde veut acheter en graines, c'est ce que tout le monde veut acheter sur les étals de marché, donc du coup ça incite pas non plus certains semenciers ou certains maraîchers à faire d'autres variétés. Il faut voir parce qu'il y a beaucoup de maraîchers qui voient par la semence hybride et fin parce que ça répond à des critères agronomiques. Donc sa résistance à des maladies et tout ça. S'ils utilisaient de la semence qui avait plusieurs cycles de reproduction localement sur un terroir, en fait, ils se rendraient compte, nous c'est le résultat qu'on a, on a des variétés, je pense à une aubergine, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on la reproduit, et en fait, elle commence à être adaptée au terroir, on a des très très bons résultats, et l'année dernière, dans les Monts d'Arrée, on avait une première aubergine fin juin sous serre, et il y a peut-être des maraîchers qui en avaient aussi, mais c'était de l'hybride et fin. En quelques décennies, plus de 75% de la biodiversité cultivée a disparu. C'est un des sujets qu'abordait Benoît de la ferme de Cagnols dans l'épisode précédent. Pourquoi est-ce essentiel aujourd'hui d'entrer dans une démarche d'autonomie en semences à l'échelle de nos petits territoires ? Quel rôle jouent les petites fermes semencières dans cet énorme défi de préservation et même de réenrichissement de la diversité cultivée et donc la diversité présente dans nos assiettes. Dans cet épisode, j'ai eu la joie d'interviewer Thibaut de la pépinière Le Porte-Graines et Arnaud du potager nourricier. Thibaut, installé depuis 2023 près de Lorient dans le Morbihan, s'est formé avec Arnaud, installé depuis 2013 dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. Autour d'une tisane d'agastage dans la cuisine de Thibaut, nous échangeons sur la place de la semence dans la démarche agroécologique, la diversité des plantes cultivées par ces 2 micro-fermes et surtout ce que nous pouvons faire, que nous ayons un terrain à cultiver ou non, pour semer la vie dans nos paysages, nos assiettes et nos corps. Un peu après cet échange, je suis retournée donner un coup de main à Thibaut dans sa pépinière. Cette interview est donc ponctuée de petites pauses à la pépinière de Thibaut. J'ai mis en lumière les fermes d'Arnaud et Thibaut dans mon almanach perpétuel de l'agroécologie, un beau livre que j'ai écrit avec amour pour vous faire voyager dans 52 fermes qui prennent soin du vivant. Vous pouvez le commander en ligne ou en m'écrivant à opaline@agroécologievoyageuse.com si vous souhaitez une petite dédicace. Ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie Voyageuse dans la série Habiter la Terre. Il a été réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs pendant le financement participatif de cette saison. Je remercie toutes les personnes qui me permettent de réaliser mon travail librement, sans publicité, et notamment les 25 personnes qui ont choisi de me faire un don chaque mois. Belle écoute. Thibaut, c'est parce que tes graines sont en vente à Maison Glaze, le tiers-lieu que je fréquente, et parce que plusieurs amis, dont Marie et Sylvie, que j'ai interviewé Marie du Muslib dans l'épisode 89, m'ont parlé de toi, que j'ai pu te rencontrer. Après plusieurs années dans la restauration, tu es devenu maraîcher semencier sur sol vivant en 2023 en créant ton entreprise Le Porte-Graines. D'ailleurs, ton passé nourrit ta capacité aujourd'hui à choisir des plantes savoureuses et donner des conseils gustatifs à tes clients. La grande nouveauté de ce début d'année, c'est ton déménagement sur un terrain plus grand. Ton jardin était devenu trop petit pour ton activité. Et c'est la rencontre d'Arnaud qui t'a décidé à accomplir cette reconversion. Arnaud
on peut dire que tu es le mentor graine de Thibaut. Sur ton site, tu dis que tu as 17 ans d'expérience en agroécologie. Oui. Et alors que j'étais en quête d'une ferme pouvant témoigner sur le sujet des semences libres dans mon almanach de l'agroécologie, que tu as acheté d'ailleurs, Thibaut m'a conseillé de t'appeler. Et aujourd'hui, on se rend compte pour la première fois, tu produis plein de choses sur ton terrain qui est nourricier, des légumes, des fruits, des plants et des semences, sur un peu plus d'1 hectare, la même taille que la ferme de Thibaut maintenant en fait. Dans le Finistère, de ton côté, dans une démarche d'autosuffisance et d'agroécologie. Et ce que je vous propose, c'est de tisser cet épisode autour de cette question. Pourquoi est-ce essentiel aujourd'hui d'entrer dans une démarche d'autonomie en semences, d'autonomie dans son sens premier, c'est-à-dire être maître de sa prise de décision, et pas tout faire tout seul, et pas tout faire ses propres semences en fait, parce que on ne veut pas d'un monde comme ça, je pense, et puis ça serait peut-être pas possible, on en reparlera. Et j'avais envie de vous remercier tous les deux d'avoir avancé sur ce chemin des graines, d'avoir le courage de créer votre ferme, de créer des lieux nourriciers, de changer de métier et de suivre ce que tu souhaitais pour ta part. Je ne sais pas si Arnaud, tu as fait d'autres choses avant, tu pourras nous le dire. Oui. De nourrir la terre, les humains et de transmettre. J'ai sûrement mangé des légumes dont tu avais produit les graines, mais je ne le savais pas, Arnaud, donc merci de m'avoir nourri aussi. Et ma première question, c'est, de par votre chemin parcouru, est-ce que vous avez de la gratitude par rapport à certaines choses que vous avez vécues ces derniers mois, ces dernières années ? C'est un petit moment de merci pour commencer l'épisode. Je t'en prie. Merci Arnaud alors. Vas-y, parce que moi qui ai démarré il y a peu, Arnaud m'a accompagné aussi bien sur la formation du métier, mais aussi sur des questionnements, sur des méthodes, sur des petites défaites qui n'en étaient pas. C'était juste tourner un peu la chose différemment pour voir comment améliorer sur le prochain coup, quoi. Donc moi, oui, merci Arnaud, parce que sans Arnaud, peut-être que j'aurais pas poussé les choses aussi loin. Bien, merci Thibaut de ce compliment, et puis merci Opaline de nous offrir ce temps d'échange. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail actuellement sur les fermes, mais on apprécie de prendre ce petit temps ensemble, parce que c'est vrai que c'est important des fois justement de se retrouver comme ça autour d'une table à rediscuter de choses en dehors d'avoir un peu toujours la tête dans le guidon, dans le boulot. Et c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur les semences. C'est vrai que Thibaut, notre rencontre était super chouette parce qu'il était venu suivre la formation comment pour apprendre à faire ses graines, donc que je propose sur la ferme. Et moi tout de suite j'ai vu qu'en fait il était très très motivé pour s'installer, et donc j'ai pris le temps, comme avec d'autres depuis 2-3 ans que j'accompagne sur leur installation. Mais j'ai pris le temps parce que je crois vraiment en son installation. Il prend le temps, il a l'expérience, on va dire, de plus d'entreprise, mais quand même déjà aussi de pratique de jardinage, et notre complémentarité aujourd'hui, je pense, nous fait évoluer mutuellement. Et ça, c'est super chouette. Et c'est vrai que la semence, en fait, c'est en effet, moi, c'est ma démarche, c'est une recherche d'autonomie. Mais je pense qu'il y a un mot-clé, c'est le réseau, en fait. Autonome dans le partage. Autonome dans le partage, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est important de travailler en réseau, de se donner des techniques, et quand on veut, après, comme nous on en est arrivé aujourd'hui, là, avec le Protège et Nourricier, à proposer un catalogue étoffé, en fait, on peut pas le faire seul. Moi, j'ai démarré seul parce que voilà, je voulais faire ma propre semence pour la production de plants, donc je faisais un tout petit peu, ça a toujours été une volonté de faire de la biodiversité, mais des petites quantités, mais après on se rend compte que techniquement c'est pas possible, et d'assurer avec d'autres collègues localement, ou un peu plus loin avec Thibaut, parce que c'est vrai qu'il y a quand même presque 1h20 de route qui nous sépare, mais on peut proposer quelque chose de très intéressant comme offre, comme semence produite localement. Et est-ce que du coup
vous pouvez donner votre définition de l'agroécologie et de ce que c'est que d'être paysan semencier, maraîcher semencier dans une démarche d'agroécologie pour vous? Moi, je me définis du coup comme maraîcher semencier parce que j'utilise des techniques de maraîchage manuel pour faire de la semence. Et je voulais pas... Le mot que semencier me ramène au gros semencier qu'on peut trouver dans le céréal. Et voilà, c'était juste pour démarquer un peu les choses. Après, l'agroécologie, ou quel que soit le nom qu'on peut lui donner, c'est un ensemble. C'est-à-dire je pense qu'on va vivre un peu comme on travaille, en symbiose avec ce qui nous entoure. Et notre travail, il est là, il est à tout lier, notre vie quotidienne, nos repas, notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie. J'essaye de le retransmettre au moment où je dois travailler dans mon jardin ou sur mon terrain. C'est comme ça que je vois les choses. Mais après, l'agroécologie, c'est un nom. Certains l'appellent permaculture, d'autres forêt nourricière, d'autres ont discuté de ça tout à l'heure. Il y a plein de noms qu'on peut donner, mais finalement, tout ça, ça veut un peu dire la même chose, quoi. Et ça va au-delà du simple fait de cultiver et de vendre ses productions. C'est une vie globale pour moi. Oui, je partage complètement ce point de vue. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment de par la philosophie de Pierre Rabhi que j'en suis arrivé à faire de l'agroécologie encore. Mais en tout cas, en étant passé par l'association Terre Humanisme en 2008, donc c'est depuis là, en effet, 17 ans, 18 ans d'expérience en agroécologie, avec la philosophie, la vision qu'avait Pierre Rabhi de cette recherche d'autonomie, en fait, faire son potager. Il y a toujours cette phrase qui me parle beaucoup, faire son potager est un acte politique, mais pour moi, oui, ça a tout son sens, politique de résistance. C'est un acte, en fait, en faisant son potager, en choisissant évidemment bien une bonne semence, en le faisant de manière écologique, sans utiliser de produits chimiques, en faisant un maximum ses légumes pour nourrir sa famille, d'être autonome le plus possible. Mais comme tu le disais très bien en introduction, Opaline, il faut bien différencier de l'autarcie. Moi, je ne recherche pas du tout l'autarcie, mais c'est vraiment la recherche d'autonomie, de choisir par soi-même, en fait, son alimentation. Et puis d'aller voir le collègue maraîcher parce que oui, j'ai plus de tel ou tel légume ou tel producteur d'autres produits alimentaires. Mais voilà, cette recherche d'autonomie, et en faisant de la semence, moi c'était aussi cette recherche de travailler avec ma propre semence, puisque ça a toujours été fait depuis que l'homme cultive, jardine. En fait, il a toujours utilisé sa propre semence. Il la faisait, il n'allait pas l'acheter au semencier du coin. Et c'est vrai que on voit les résultats après sur le résultat agronomique au niveau, mais surtout il ne faut pas oublier ce qu'on ne voit pas, mais c'est le volet nutritionnel. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et on sait très bien que un légume qui aura poussé dans un sol vivant sera beaucoup plus nutritif qu'un légume qui aura poussé en chimie, ou s'il est issu d'une semence hybride F1 où en fait il y a plus rien d'un point de vue nutritionnel. Alors, il peut être beau comme ça sur les étals, c'est bien pour ça qu'on l'a inventé, c'était juste pour le vendre, mais au niveau nutritionnel, il y a plus rien à manger, quoi. C'est complètement vide. Et c'est vrai que nous, dans les Monts d'Arrée, on a la chance d'avoir un très très bon réseau de producteurs, et au niveau alimentaire, voilà, on l'a bien vu d'ailleurs, période Covid, on était plutôt bien fournis, on n'était pas obligé d'aller au-delà du kilomètre. On avait ce qu'il fallait juste à côté de chez nous. Prenons une ciboulette, tu l'as pas vendue, c'est pas la fin de la vie de la ciboulette. L'année d'après, tu coupes le plant en deux et tu as 2 ciboulettes. Ton plant de tomate, tu l'as pas vendu, tu n'as pas de place pour le mettre au jardin, tu essaies de le donner, personne ne le veut, et malheureusement, il finit au compost. Donc il y a eu tout un travail de fait dessus, de l'attention, du terreau, de l'eau, enfin voilà. Et puis finalement, si c'est pas vendu, c'est foutu, quelque part. Et c'est dommage. Là on passe devant les aliacées, donc tout ce qui est de la famille de l'oignon, de l'ail, et la cive de Saint-Jacques. C'est une super plante vivace qui reste au jardin tout le temps, qui fait des petites échalotes, qui se divisent en deux sans arrêt.
mais vraiment sans arrêt. Donc on a de quoi faire une consommation toutes les semaines, toute l'année avec cette plante-là. Et ça a un super goût d'échalote, un peu sucré. Et ça se reproduit en permanence. Parce qu'il y a plein de plantes perpétuelles, mais qui finalement te nourrissent pas vraiment. Elles ont un intérêt parce qu'elles sont rigolotes, parce que c'est sympa de la voir pour la biodiversité. Mais pour se nourrir, parce que c'est ça le sujet principal, c'est pas toujours évident. Un oignon rocambole, on se nourrit pas d'oignon rocambole, c'est pas possible. Ça, on peut faire des plats toutes les semaines avec, et c'est super. Et c'est beaucoup plus gros que ça quand c'est grand ? C'est pas beaucoup plus gros que ça. Par contre, là, tu mets ce pot-là. On va dire que les 3 premiers mois, tu n'y touches pas. Après, tu commences à consommer. Tu vas juste enlever l'échalote dont tu as besoin et tu laisses les autres en terre. Et à la fin de la première année, tu as mis 2 petites échalotes et tu te retrouves avec une touffe de 30-40 échalotes alors que tu en as consommé tout au long de l'année, quoi. Ça se multiplie très vite, c'est très bon et c'est très rustique. Ça chope pas la rouille, ça ne gèle pas. Si on a des campagnols, ça, par contre, ça c'est plus compliqué, mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de plante que j'adore. Alors là, ils ne sont pas encore sortis. Il y en a qui commencent à ressortir. C'est les agastaches. L'agastache, pour moi, c'est parfait parce que pendant la saison, tu peux récolter des feuilles fraîches pour faire des salades de fruits. Ça fait une super floraison qui attire énormément les pollinisateurs. Une fois que la floraison est terminée, tu coupes à ras. Ça repart un peu pour la fin de saison, donc tu as de nouveau des feuilles fraîches. Et tous tes épis floraux qui ont séché, tu les tapes dans un petit seau pour récupérer toutes les graines qui tombent ultra facilement. Et après, les épis floraux, ils vont te servir à faire de la tisane pendant tout ton hiver. Donc en fait, cette plante, elle sert à toutes les étapes. Tu peux l'utiliser et il n'y a rien qui est perdu. Les graines vont être remises en sachet, ou moi je vais refaire des semis pour vendre des plants. Les fleurs séchées vont partir pour les tisanes, les feuilles vont partir pour les salades de fruits. La plupart ont des goûts qui se rapprochent de l'anis. Ouais, c'est ça. Après, tu en as d'autres qui sont plus mentholés, d'autres plus sur le réglisse. Ça va ressembler un peu physiquement à une menthe ou à un ortie au niveau de la feuille. Ça va être plus haut qu'une menthe, ça va pas s'étaler comme une menthe, il n'y a pas le côté coureur, je cherche à m'échapper un peu partout, ça reste en touffe au même endroit. Et puis les fleurs sont quand même assez balèzes, quoi. Elles font 10 cm de hauteur, c'est des inflorescences avec plein de petites fleurs. Okay. On va avoir là-bas l'oseille vierge, qui est une oseille qui ne fleurit pas et qui du coup se multiplie par division. Le fait qu'elle ne fleurisse pas, ça veut dire qu'elle ne s'affaiblit pas à un moment de l'année pour faire ses fleurs. Les autres oseilles, au bout d'un moment, elles montent en fleurs, elles ne s'occupent plus de faire des feuilles, elles s'occupent que de leurs fleurs et on ne peut plus y toucher, on ne peut plus la consommer. Celle-ci, toute l'année, elle fait de la feuille et très rapidement. Tu la coupes à ras, 15 jours après, tu as une nouvelle récolte. Et comme ça, toute l'année. Tout le monde n'aime pas l'oseille, c'est particulier. Mais pour ceux qui aiment bien ça, c'est pareil, c'est une plante qui te nourrit en abondance toute l'année. Voilà, 3 plantes que j'adore. Et puis on pourrait rajouter le chou vivace. Il y en a, là j'en ai 2, il en existe d'autres. Le plus connu, ça va être celui-ci, c'est le Daubenton ou Daubenton. Celui-là est très connu, il va faire un arbuste mais un peu qui retombe, un peu rampant. Il va coloniser un petit mètre carré autour de lui. Mais moi je préfère celui-ci, le Totondine ou l'arbre chou, parce que ça va être un chou qui va monter à 2 mètres de hauteur, qui va faire un tronc avec tellement gros qu'il va falloir le tutorer à un moment donné parce qu'il a tellement de feuilles que le vent et la pluie peuvent faire casser. Les petites feuilles sont excellentes à manger en salade, en mesclin, les feuilles moyennes excellentes à poêler et les autres grandes feuilles à faire des bouillons. Donc c'est un peu moins bon l'été, dès qu'il fait chaud c'est un peu plus coriace, par contre on va dire d'octobre à mars c'est top. Aujourd'hui, les graines qu'on achète ou les graines qu'on utilise ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 50, 80, 100 ans. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens à la plupart des gens ne sont pas conscients, je pense, à ce qui se passe au niveau de la semence aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez alerter, en fait, sur certaines choses ? Quel message vous voudriez donner aux gens
qui achètent des graines, peut-être qu'ils ne savent pas vraiment d'où elles viennent, elles ont l'air correctes mais on ne sait pas trop d'où elles viennent, et les gens qui achètent aussi des légumes. Le circuit des semences aujourd'hui, c'est quoi ? Le circuit est très très vaste, parce que il y a des tout petits réseaux qui fonctionnent vraiment très très local, comme Arnaud et moi. Il y en a qui fonctionnent sur l'échelle nationale, des gens qui peuvent travailler en biodynamie aussi, qui font un maillage sur le secteur national. Comme la ferme de Sainte-Marthe ou Cocopelli ? Ouais, comme AgroSemences, comme ce genre de ferme-là, qui travaillent certains avec que des maraîchers, d'autres avec maraîchers et des particuliers, d'autres qu'avec des particuliers. Chacun un petit peu à son modèle. Après, le souci majeur, c'est les graines dont on ne connaît pas du tout la provenance, qui peuvent parfois venir de très très loin. Dans des conditions, on ne connaît pas la provenance, donc on ne connaît pas non plus les conditions, ni de conservation, ni de culture. Certaines ont poussé derrière l'océan, alors là c'est encore plus dramatique. Et puis on est en train de standardiser en perdant beaucoup de variétés. Donc, alors ça aussi c'est des modes de consommation, parce qu'aujourd'hui, nous on le voit, je sais pas, prenons un exemple simple, les courges, tout le monde veut du butternut. C'est ce que tout le monde veut acheter en graines, c'est ce que tout le monde veut acheter sur les étals de marché, donc du coup ça incite pas non plus certains semenciers, certains maraîchers à faire d'autres variétés. Comment revenir à quelque chose de plus large, plus ouvert ? Il faudrait aussi changer les modes de consommation, et puis il faudrait surtout arrêter de faire venir de la semence dans le saison. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de semences qui viennent de petits semenciers comme vous ou comme des plus gros semenciers nationaux, et c'est vraiment des graines qui sont produites en France, voire dans l'ultra-local comme vous. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de ce qui est de la production de semences de masse hybrides et de ce qui est vraiment local ? En fait, moi, j'ai pas du tout le chiffre. Je sais pas, mais je pense qu'en fait, moi, je suis très proche du réseau Cocopelli, et c'est vrai que de ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le marché de la semence biologique et reproductible, donc on va appeler paysanne, c'est ridicule. C'est peanuts par rapport à tout le marché de la semence détenu par les grosses firmes semencières. Ça ne même pas être 5%. Je sais même pas. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est vraiment ridicule, parce que la semence c'est devenu comme un produit alimentaire. C'est la mondialisation, c'est le libre-échange. Donc on produit de la semence à l'autre bout de la planète. Elle est faite par les enfants, des pollinisations manuelles pour créer du F1 et tout ça. Et ça, on le retrouve dans un emballage, mais on le sait pas en fait. On le sait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, j'ai envie d'acheter de la semence de qualité, soutenir une bonne filière, que derrière il y a une éthique, comment je fais ? Déjà, il faut aller chez des semenciers qui vendent de la semence que biologique, première chose, et que reproductible. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de semenciers qui essaient de surfer sur les deux fronts, on va dire, sur les deux volets, avec la semence hybride F1 qui n'est pas reproductible. Donc, quand on achète de la semence hybride F1, on ne pourra pas la reproduire dans son jardin. Donc, on perd en autonomie, du coup, on est obligé de la racheter. Elle peut répondre à des critères agronomiques, mais purement visuels, parce que justement, c'est la semence hybride F1 qui, au niveau nutritionnel, est complètement appauvrie. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut voir, parce qu'il y a beaucoup de maraîchers qui voient par la semence hybride F1, parce que ça répond à des critères agronomiques. Donc sa résistance à des maladies et tout ça. Mais ça, c'est encore un autre volet très très technique, peut-être qu'on l'abordera. Mais s'ils utilisaient de la semence qui avait plusieurs cycles de reproduction localement sur un terroir, en fait, ils se rendraient compte, nous c'est le résultat qu'on a, on a des variétés, je pense à une aubergine, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on la reproduit, et en fait, elle commence à être adaptée au terroir, on a des très très bons résultats, et l'année dernière, dans les Monts d'Arrée, on avait une première aubergine fin juin sous serre, et il y a peut-être des maraîchers qui en avaient aussi, mais c'était de l'hybride F1, alors que nous c'était notre propre semence et on l'a reproduite. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a vraiment cette distinction importante à faire entre la semence hybride F1 qui va être peut-être 90-95% de toute la semence qui est vendue en France. Et puis la semence
biologique et reproductible. Et donc, aller chez des semenciers qui font exclusivement de la semence biologique et reproductible, ils sont pas nombreux. Alors c'est vrai qu'il y a un Sainte-Marthe. Après, Sainte-Marthe est en pleine évolution. Ils inondent un peu tous les magasins. Enfin, les jardineries, on les retrouve un peu partout. Moi, je sais pas trop je connais pas trop leur réseau de production, donc ça a creusé. Après, bon, historiquement, c'est vrai qu'il y a le Biogerme, qui a plus de 40 ans d'expérience, et c'est très intéressant ce qu'ils font parce qu'eux, ils travaillent localement dans le Lot-et-Garonne, et c'est peut-être une petite quinzaine de fermes locales, et donc faites dans le Lot-et-Garonne, et eux, depuis toujours, en fait, ils font de la semence biologique et reproductive. C'est vraiment dans leur éthique. Et de plein champ. Et de plein champ, en plus, parce que dans le Lot-et-Garonne, on n'est pas obligé d'avoir des serres. Donc voilà, après il y a, alors malheureusement Graines del País a mis la clé sous la porte, mais sinon il y a Germinance. Alors Germinance, c'est un réseau national, de plus en plus c'est de la semence qui est faite par des producteurs professionnels. À chaque fois c'est des producteurs professionnels qui font ces semences-là, c'est un réseau. Et il y a très très peu de semences maintenant qui viennent d'ailleurs, donc c'est beaucoup de la semence, on va dire à 95-98% française. Comme Cocopelli, c'est un petit réseau de producteurs en France, à peine 40 producteurs, et c'est des petites fermes. Et après, toute cette production arrive en fait chez le semencier et elle est redistribuée. Et après, bon, on a nos amis en Belgique, la Sema, qui font aussi de la très très bonne semence. Mais du coup, on est déjà sur un autre terroir. Il y a sûrement aussi d'autres petites structures, je pense, comment ça s'appelle, la boîte à graines. Après, je ne sais pas comment ils produisent, parce qu'ils ont un catalogue très étoffé, mais je ne sais pas s'ils produisent tout. Parce qu'après, il y a ça aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est un travail en réseau ? Est-ce que c'est transparent, justement, sur ce travail en réseau ? D'où vient quand même la graine ? Et nous, c'est vrai que pour ce qu'on fait, on annonce qu'on travaille sur 4 sites, donc c'est un petit réseau dans les Monts d'Arrée, mais par contre, c'est de la semence qui est faite dans les Monts d'Arrée. Il y a aussi la coopérative... Graines de Liberté. Ouais, c'est aussi un réseau, alors eux, ils sont plus à l'échelle bretonne, et c'est aussi un réseau de producteurs, beaucoup de maraîchers, et donc voilà, c'est vendu... dans différents endroits, ils font aussi de la vente directe. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme marque Alors comme marque plus connue, c'est Villemorin, bien que moi j'ai essayé de comprendre parce que bon, j'ai beaucoup, comme je disais, étudié ce que faisait Cocopelli depuis 25 ans, et c'est vrai que des fois ils mettent en référence un catalogue, ces fameux catalogues Villemorin-Andrieux, qui est de la fin 19e. Donc quand tout à l'heure c'est une source historique. C'est une source historique, c'est ça. Ouais. En fait, le référencement de variétés anciennes, la première fois que c'est sorti, c'était fin 19e. Et c'est le catalogue de référence où on retrouve des variétés anciennes qui existent encore aujourd'hui. Et donc, pour ça, c'est vrai que Cocopelli, c'est ce qu'ils disent. Pour chaque variété, ils donnent le catalogue de référence. Où est-ce qu'en fait, la première fois, ça a été référencé, reconnu. Et donc ça, c'est super intéressant. Et puis, après, dans les variétés modernes, il y a du très très bon, parce que c'est important aujourd'hui de savoir recréer des variétés. Donc ça, en France, je trouve qu'on n'avance pas trop là-dessus. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, et qui est fait encore d'ailleurs. Il y a des créateurs variétaux aux États-Unis. C'est pour ça qu'à un moment donné, Cocopelli avait beaucoup de semences qui venaient des États-Unis. Et moi, j'ai des souches qui viennent des États-Unis, mais aujourd'hui, je les adapte au terroir. Mais en résumé, Villemorin, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, c'est de la semence, donc en très très grande partie. Alors normalement, c'est une obligation légale. Ça doit être indiqué sur le sachet que c'est de la semence hybride et fin. Donc ça veut dire qu'en face, déjà, il faut savoir que c'est de la semence qui ne va pas être reproductible. Donc ça, c'est déjà le premier point noir. Anciennes ? Pas forcément. Pas forcément. Non. Alors après, pas forcément, mais attention, parce que des fois, il y a des noms. Je pense à la courgette, parce qu'on m'avait fait la remarque, la courgette Gold Rush, qui existe en semence paysanne et qui existe en F1. La tomate Roma. L'aroma F1 et l'aroma historique, on va dire, et donc qui est une semence. Mais la tomate Roma historique, sa semence fera des tomates Roma, mais la tomate Roma F1, sa semence ne fera pas de tomate Roma. Et donc Villemorin, c'est que du F1 ? Non, c'est pas que du F1, mais attention, et c'est là où on peut quand même le savoir, c'est que c'est du F1. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ils suivent, et c'est là où c'est important justement que
le consommateur, et pour tout c'est comme ça, on le sait très bien, donne la tendance au marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a encore toutes ces semences qui se vendent, c'est qu'en fait, à la fin, le consommateur, le jardinier l'achète. Et pour tout, c'est comme ça en fait. Pareil chez les maraîchers. S'il y a autant de F1 vendus aux maraîchers, c'est que les maraîchers veulent l'acheter. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et en tant que consommateur, c'est nous qui bouclons la boucle, comme je dis à chaque fois, et c'est nous qui orientons en fait le marché. Si demain, en fait, la plupart des jardiniers veulent de la semence biologique et reproductible, ils s'adapteront, et c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. C'est-à-dire que Vilmorin, je suis sûr qu'ils mettent de plus en plus en avant de la semence biologique et reproductible, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le grand public est quand même sensibilisé par rapport à tous les enjeux qu'il y a autour de la semence, à toute cette réglementation qui interdit en fait certaines semences, et du coup, ils se sont adaptés au marché et ils proposent de plus en plus de la semence qui est demandée. Donc, en tant que consommateur, c'est important d'aller chez des indépendants, des entreprises semencières qui travaillent en réseau, pour être sûr de la qualité et de la souche au niveau de la variété. C'est aussi parce que on est dans une société où tout doit être immédiat. Donc on sait que telle tomate F1 va donner un résultat tout de suite sans maladie. Alors que comme Arnaud l'expliquait, si on prend le temps d'adapter une souche à son terroir, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on aura des résultats excellents avec des maladies qui vont disparaître ou carrément diminuer. Tu peux nous donner un exemple ? L'exemple de l'aubergine. Il y a des tomates aussi, c'est pareil. Il faut juste prendre le temps d'adapter. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, certains maraîchers notamment vont dire moi j'assure ma production avec ce F1, je suis sûr que je vais avoir du résultat, je suis sûr que je vais pas avoir de maladie, et ça va être vendu. Si je prends le risque avec une autre variété qui n'est pas encore adaptée, ça peut fonctionner, ça ne peut ne pas fonctionner, et donc je prends un risque pour ma saison et donc pour la survie de ma ferme. On va faire les petits semis en barquette. Ok. Ça va être des aromatiques. Et ensuite, une fois qu'ils seront assez développés, je les repiquerai en petits pots individuels ou je les repiquerai, je les replanterai au jardin. Notamment, là, il y a le baume vietnamien. J'ai envie de faire la semence cette année. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, donc j'ai envie de la renouveler. Ça s'appelle baume vietnamien ou mélisse vietnamienne. Ok. Ou citronnelle vietnamienne, ça a plusieurs noms. Et c'est pareil, ça peut ressembler visuellement à la mélisse, à la menthe, c'est la même famille. Et super goût de citronnelle. Plus discrète que d'autres plantes, mais jolie aussi. Et... Trop bien. Let's go. On remplit les barquettes. Ouais. Aux 3/4. Et puis on va faire aussi de la menthe des montagnes. Et puis de l'origan. Et puis on va faire aussi du thym. Et puis on va faire la menthe des montagnes. Ok. Qui est pas vraiment une menthe. Plus proche des monardes que de la menthe. D'accord. Mais ça a vraiment le goût de menthe glaciale, l'odeur. Et donc le nom qui lui a été donné, c'est ça. Menthe des montagnes, on l'enterre pas. Toute petite graine. Qu'il faut au niveau de la proportion. Ouais. Ok. C'est bien d'être à peu près régulier, quoi, mais pas beaucoup plus. Hein. Ok. Voilà. Donc on se poudre très légèrement. Voilà. Et après on tasse très légèrement, juste pour que la graine adhère. Puis après on va mettre au bac de trempage. Ok. Là si tu arroses par le dessus avec les graines qui sont pas enterrées. Elles vont tous s'entasser à un endroit. Exactement. Et donc là, toutes les graines que je sème, parce que là il y en a au moins, 200, ça va devenir un plant après ? J'espère. Après ça c'est les graines qui sont trop petites. Ouais. Moi j'arrive pas à... Sur de la graine si petite, j'arrive pas à faire un ratio, une proportion de savoir ce qui germe ou ce qui germe pas. Ouais.
Il y en a qui vont pas germer. Il y en a quelques-unes qui vont pas germer, ça c'est sûr. J'ai pas de retour non plus sur savoir combien de temps se garde cette graine correctement. J'ai qu'une seule génération de mon jardin. Donc C'est celle de ton jardin, C'est ça. celle de mon jardin, ouais. Donc on verra, on va voir. Souvent je me dis, si tu as fait tout ça et que tu arrives à faire tant de pots, c'est déjà bien, quoi. Mais c'est sûr que c'est plus facile de faire une proportion de ce qui germe sur de la graine de courge que sur de la graine minuscule comme ça, quoi. C'est très compliqué. Il faudrait des labos comme chez les grands semenciers pour arriver à faire ça. Ça me fait penser à la robustesse, ce que tu dis, parce que j'étudie beaucoup ce principe qui a été beaucoup vulgarisé par Olivier Amand, le fait que le vivant est robuste, c'est-à-dire il n'est pas performant tout le temps, il est robuste, c'est-à-dire qu'il fait des erreurs, ça fonctionne pas tout le temps, il y a du gâchis, il y a des expériences qui ne fonctionnent pas, mais aujourd'hui, le risque avec les F1, c'est quoi ? En fait, c'est une perte de biodiversité et c'est quoi au final derrière ? Parce choses. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour faire rapide, c'est par rapport à ce catalogue officiel qui légifère en quelque sorte la semence qui est autorisée à la vente. En fait, il y a un catalogue où dedans, là pour le coup, on est à plus de 90%, c'est des hybrides F1. C'est ce qui est autorisé à la vente en tant que semencier. Qui peut mettre de la semence autorisée dans ce catalogue, déjà il faut payer, ça se fait pas comme ça, c'est pas là moi j'ai une semence, une création et tout, faut payer, faut qu'elle réponde à certains critères, et ces critères, ce qu'on distinction, homogénéité, stabilité, le fameux critère DHS, ça peut être possible que justement avec de la semence hybride F1. Par ce catalogue, par la législation, on a autorisé à la vente à plus de 90% que des hybrides F1. Donc c'est les industriels aussi. Donc c'est les industriels derrière, c'est ça. C'est les industriels qui pouvaient, en fait c'est eux qui faisaient Quand on parle d'industriels, on parle législation. De Bayer Monsanto, on parle de ces gens-là. Tout C'est à eux fait, qui détiennent la plupart des licences pour ces graines-là. Après, alors il y a ceux qui étaient pas forcément contre cette législation et qui maintiennent qui sont mainteneurs, comme on appelle ça, de variétés dans ce catalogue. C'est là où il y a toujours une différence. Avec Cocopelli qui a toujours dit que la semence du domaine public, elle doit être hors catalogue, c'est-à-dire hors législation. Il ne doit pas y avoir de législation, parce que comme je le disais tout à l'heure, depuis que l'homme cultive, en fait, on n'a pas attendu, parce que tout ça, il faut savoir que c'est 50-60 ans, c'est de l'après-guerre, et qu'en fait, pendant des millénaires, l'homme, il a cultivé, on n'a pas attendu qu'il y ait une législation sur la semence. Donc c'est pour ça que Cocopelli a des fait, Cocopelli procès. s'est toujours démarqué. Voilà, alors ils avaient eu des procès, mais ils se sont toujours démarqués, même par rapport à d'autres semenciers qui faisaient de la semence biologique et reproductive, c'est qu'ils disaient qu'en fait, que la semence du domaine public, donc qui appartient à tout le monde et à personne à la fois, qui s'est toujours échangée de main à main, elle doit être hors cadre législation. Qu'ils fassent une réglementation pour la semence hybride F1, qu'ils la fassent. De toute façon, c'est pas la semence que nous intéresse. Par contre, qu'ils ne nous mettent pas dans l'interdit, parce que du coup, on est dans l'illégalité quand on a de la semence qui n'est pas inscrite au catalogue. Voilà, et c'est ça en fait qui a toujours été revendiqué par Cocopelli. Bon, ça a un peu évolué, alors, je ne sais plus si c'est juin 2021 ou 22, je crois que c'est 21, où maintenant, en tant que semencier, on peut vendre de la semence non inscrite au catalogue à des particuliers. D'où le fait que vous ne soyez pas dans l'illégalité. Ouais, alors si on vend qu'aux particuliers, mais si on vend aux professionnels, mais ça c'est... Enfin, tout le monde le fait, c'est de l'hypocrisie. Moi, je vends aussi à des professionnels, mais je suis dans l'illégalité dès que je vends aux professionnels. Et là aussi, il y a quand même une réalité de terrain, c'est qu'aujourd'hui, la production légumière, si on reste à l'échelle du légume, la production légumière, elle est faite par les professionnels et pas par les jardiniers. Donc, même en soulevant un petit peu la législation par rapport à cette autorisation pour vendre aux particuliers, ils savaient que ça n'allait pas avoir un gros impact sur la réglementation par rapport à la semence, quoi. Du coup, pour revenir à pourquoi c'est un problème, c'est parce que clairement, il y a un accaparement de la génétique par des grosses boîtes, des multinationales, et il y a on perd la liberté d'usage des semences et de diffusion de ces semences. Voilà. Juste, c'est un chiffre qui est super important à donner, et depuis tout à l'heure, je l'ai en tête et je l'ai pas donné. C'est qu'en fait aussi, par cette réglementation-là, on a perdu énormément en biodiversité alimentaire.
on a perdu, et à tout jamais, des variétés qui étaient adaptées à des terroirs qui avaient été créés dans telle ou telle région de France. Comme les races de poules, les races de vaches. Exactement. Et là, c'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est 75%. C'est-à-dire qu'en un demi-siècle, on a perdu 75% de la biodiversité alimentaire qui existait de l'avant-guerre, quoi. Voilà. Et ça, quand même, ça fait peur parce de notre microbiote aussi. Et voilà. Et du coup, et après tout ça, c'est pareil, c'était des variétés avec un pouvoir nutritionnel et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, en fait, quand on voit les variétés de tomates qui sont vendues sur les étals, c'est ridicule par rapport à tout ce qui peut exister. D'où l'importance de recréer des variétés. Mais ça, c'est un autre volet. Ouais. On a perdu aussi sans doute plus de 75% des minéraux, des vitamines présents, et c'est pas que dans le maraîchage du goût, mais on peut retrouver ça sur les pommes, on peut retrouver ça un peu partout, quoi. C'est affolant d'aller chercher des pommes, une qui a été faite correctement, l'autre qui n'a pas été faite correctement, une tomate pareille, n'importe quel légume, et de se rendre compte que y en a qui sont vides, et donc c'est pas cher, peut-être dans les magasins, mais on nous vend de l'eau. Ouais, c'est ça, on nous vend de l'eau, quoi. Donc pourquoi faire, en fait? Pourquoi? Ouais, tu partageais tout à l'heure, Thibaut, que tu préfères les graines, les plantes aux animaux. Moi, j'aimerais élever des poules. J'aime les animaux, mais c'est-à-dire que j'ai pas le rapport pour ton à métier. Élever. Ouais. Voilà. J'ai pas un rapport d'éleveur. Ouais. C'est ça. Moi, j'aimerais élever des poules de race. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour des professionnels d'avoir plusieurs races avec des coqs, avec de l'intergénérationnel dans un même lot. D'avoir cette diversité. Il y a des œufs que certaines poules font qui sont hors calibre parce qu'ils sont trop gros, trop petits. La reproduction à la ferme, ça devient compliqué. C'est pareil pour les poules que pour les semences. Donc ça demande vraiment un courage, une résistance en fait, de pas devenir mou et de s'endormir. Enfin moi je le dis parce que on peut vite se laisser aller à un confort qui nous fait croire qu'on est dans une sorte de sécurité, d'abondance alimentaire, alors qu'en fait, sur le long terme, on risque de perdre énormément, quoi. Et c'est déjà ce qui se passe. On a un système alimentaire qui est très fragile, hein. Ça a toujours été dit, je crois que c'est 2-3 jours sans approvisionnement sur Rungis, il n'y a plus rien dans les rayons, quoi. On n'a pas du tout de souveraineté alimentaire sur le territoire national. Enfin, ça, c'est une très très grande question et je pense qu'elle mérite d'être mise sur la table parce que là, quand on voit tous les nouveaux traités, le Mercosur, tout ça qui sont signés ou qui vont être signés, mais en tout cas, on marche sur la tête complètement là-dessus. Voilà, il faut vraiment revenir, encourager les installations, les petites installations. Et puis que surtout le consommateur revienne à acheter localement, ça c'est très important, bio et local, pour que justement la boucle soit bouclée, que le petit producteur s'en sorte. Nous on est content de vendre en circuit court, c'est pas facile, c'est plus d'énergie, mais on préfère vendre comme ça en direct et de voir que les personnes sont satisfaites quand elles viennent acheter leurs graines. C'est un boulot énergivore, c'est sûr. C'est parce qu'on fait tout en fait. Et même pour la semence, si on veut faire de la semence, mais est-ce qu'on veut participer à préserver une variété que quelqu'un a mis, 10 ou 15 ans à stabiliser? Donc, tu disais, il faut faire le choix dans les poules, des œufs, de la bonne taille, du bon calibre. C'est pareil. Quand on fait nos tomates, nos carottes, on doit sélectionner la bonne couleur, le bon calibre. Quand on l'ouvre, si c'est correct à l'intérieur, si les anneaux sont bien, le nombre de graines. Enfin, il y a toujours un questionnement là-dessus et ce boulot est assez intense et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peu de gens qui délèguent ça un petit peu, notamment chez les professionnels qui font du légume, qui commandent leurs plants ou... Et genre, les graines, il y a des trucs qu'on peut pas contrôler dans ce qui va arriver, quoi. Ah bah non. Et on voudrait tout contrôler. Mais en fait, si on contrôle tout, on perd une part de magie ou de lien aussi vivant, quoi. Donc faut qu'il y ait des choses qui restent un peu indisponibles. Il faut maîtriser une part. Cette disponibilité-là, c'est une fausse disponibilité dans le sens où elles sont disponibles au magasin, mais si tu achètes des graines qui sont
pas reproductibles, elles sont plus disponibles. Donc c'est une disponibilité qu'on te met à disposition à un moment donné, mais qu'on peut t'enlever à tout moment. Ouais. Tu vas faire de l'origan commun. Tu vas mettre tout le sachet. Il y aura un peu trop, mais c'est pas grave. Et on va pas enterrer, mais on va gratter un tout petit peu après pour légèrement recouvrir. Donc l'origan, ouais. Et celui-là, du coup, l'année prochaine, tu pourrais le récolter et faire en sorte que ce soit de chez toi. Puisque là, il vient pas de chez toi. Oui. Non, il vient pas de chez moi. Alors pour 2 raisons, parce que j'avais pas la place de le faire. Ok. Et maintenant j'ai la place de le faire. Et il y a 2 façons de faire l'origan. Division ou semis. Voire, non, même 3. Marcotage. Alors toutes les solutions sont bonnes, hein. Mais on a des plants a priori plus vigoureux, plus résistants quand on part du semis. Mais c'est quand même une plante très très facile de culture et très très résistante. Bon, après pour le brassage génétique, c'est toujours bien d'avoir des graines qui viennent de plein de plants. Et puis du thym. Du thym d'hiver. Comme le thym commun, mais un peu différent. Donc là, il y a un sachet de graines qui a été utilisé pour cette petite barquette. Ouais. Ensuite, tu vas les repiquer dans des plus gros pots. Ouais. Et ils seront prêts à être vendus cet été. Je pense pas à les origans, ça met du temps. Les baumes vietnamiens, oui. Les menthes des montagnes, non. Ce sera pour l'année prochaine. Ça met énormément de temps. Je pense qu'ils vont rester dans la barquette peut-être 2 mois. Les origans peut-être 1 mois. Mais ils seront tout petits. Donc en fait, je vais les garder en pépinière. Certains, je vais les planter au jardin. Et puis je vais les laisser grandir tranquillement pour les vendre à l'automne. Ok. Mais pas pour ce printemps-là. Et donc tout ça, tu l'as appris avec Arnaud et aussi avec ton jardin. Oui. Enfin, en ayant lancé petit à petit ton activité. Oui. Bon, après, je jardinais déjà à la maison, mais c'était plus... Voilà. Après, voilà, des bouquins, après quelques vidéos aussi. Puis discuter avec les gens. Voilà, le persil, la technique que je fais là, c'est quelqu'un qui m'a expliqué. Il m'a dit, moi je fais comme ça, je vais essayer. Je galérais à faire lever du persil. Depuis que je fais ça, je galère plus, quoi. Et c'est un gars qui m'a expliqué ça. Voilà. On laisse un torchon humide sur les pots. pour que ça reste humide jusqu'à la levée. Pour pas que la graine, tu l'enterres pas. Tu la colles au terreau et tu colles un torchon humide dessus jusqu'à la levée. Et après, tu peux enlever le torchon. Une levée qui peut être longue, hein. Plus de 10 jours en tout cas. Et parfois 2 semaines, parfois 3 semaines, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que c'est le quotidien, même si c'est un quotidien qui change, qui est très évolutif saison après saison, d'un maraîcher semencier pour que les gens se rendent compte de la différence qu'il y a par rapport à un maraîcher ou une maraîchère, tu vois? La grosse différence va être sur le temps de culture. Puisqu'un maraîcher va planter, va semer sa salade, va la repiquer en pleine terre, et puis 1 ou 2 mois après, enfin suivant les variétés, suivant les salades, 3 mois, sa salade est prête. Et nous, on va attendre beaucoup plus longtemps, parce qu'on va attendre que la salade monte en fleurs, qu'elle s'épanouisse, qu'elle se pollinise, qu'elle fasse des graines, que les graines sèchent. Et donc un temps de culture qui peut durer 3 mois chez un maraîcher peut durer 6 mois chez les semenciers, peut être sur plusieurs années, sur 2 années, comme une carotte ou les betteraves qui sont des légumes qui se font à cheval sur 2 années. Et après tout ça, il y a encore un autre boulot. La graine est récoltée, mais il va falloir la trier. Il va falloir l'extraire d'abord, la trier, puis l'ensacher pour pouvoir la vendre. Donc le résultat est sur une période beaucoup plus longue par rapport à un producteur de légumes. Alors, je fais une petite parenthèse à ce moment-là, c'est qu'on disait tout à l'heure quand on visitait ta pépinière que, en fait, dans l'industrie semencière, il y a un court-circuitage de ce temps long. En faisant les plantes font une partie de leur cycle de l'autre côté de la terre pour que ça aille plus vite. Parfois, oui, pas surtout, mais parfois ça arrive, oui, qu'on aille chercher des graines en Amérique du Sud notamment, c'est des choses qui se font chez certains gros semenciers, ouais.
Ouais. J'avais juste envie de dire là que c'est important de se souvenir que le vivant prend son temps. Des fois, il va très vite, comme au printemps, mais que s'il y a 4 saisons, c'est pas pour rien. Et que ça nous permet de nous reconnecter, nous aussi, et c'est dur, à nos hivers intérieurs, au moment où on a besoin de se reposer. Voilà, en fait, une plante, elle prend son temps, et vous suivez ce temps-là et ces cycles-là. On prend le temps avec elle et on est obligé parce qu'on peut pas, on peut pas récolter avant de toute façon. Donc on est obligé de prendre ce temps-là. Donc sans doute que ce métier apprend, si on l'a pas, il apprend la patience. Et puis il apprend aussi que parfois on a patienté 2 ans pour avoir notre graine de carotte et que il se passe quelque chose, une tempête, un machin, un ravageur. Trop de pluie, que sais-je, mais en tout cas c'est pas pour cette année les carottes, et c'est pas grave. Ce sera pour l'année prochaine, parce qu'il y a toujours d'autres semenciers qui ont encore cette souche de carottes et qui peuvent, si moi j'ai plus ma souche de carottes parce que j'ai mis mes dernières graines et que mes dernières graines n'ont pas marché, il y aura toujours quelqu'un pour me sauver. Mais on n'a pas le choix, on attend. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, et c'est pour ça que il y a beaucoup de semenciers, enfin la plupart, c'est vrai que Thibaut pour l'instant il est encore indépendant à 100%, mais c'est le travail en réseau. Nous, c'est ce qu'on essaie d'assurer, en fait. Moi, je fais une variété de carottes, le collègue il va faire une autre variété. Bon, on espère sur les deux au moins avoir une récolte d'une variété. Et puis, oui, d'échanger après, de retrouver des souches quand on l'a perdu. Le retour sur des tests qu'on a pu faire aussi. Tiens, je teste très bien cette courge, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est vachement intéressant. Pour donner une idée aux gens de ce que vous cultivez, parce que vous avez parlé de tomates, d'aubergines, de carottes, mais c'est bien plus vaste que ça, je propose qu'on fasse un petit jeu. Juste 1 minute, mais vous dites chacun une variété à tour de rôle que vous cultivez, mais depuis les légumes en passant par les aromatiques, les perpétuels, pour qu'on se rende compte qu'il y a de la diversité dans vos pépinières. Okay. Vas-y, tu peux commencer, Thibaut. Le cucamelon ou concombre à confire du Mexique. Kiwano. La gastache rugosa, mentholée. La pastèque Sugar Baby. Le tomatillo purple d'Émile Pas. Arroche pourpre. Après, on reste quand même sur du classique. On est en tu m'as Bretagne. offert quoi tout à l'heure que j'ai oublié chez toi ? Ah, alors ça ne se sème pas, par contre, mais ça se divise ou ça se bouture. Et c'est, on appelle ça le thé de l'immortalité. C'est une plante chinoise qui se consomme crue ou en infusion. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que t'as une autre petite anecdote sur une plante que t'aimes bien et que les gens connaissent pas forcément ? Alors peut-être qu'ils commencent à la connaître, mais c'est vrai que c'est une tomate, c'est une variété de tomate qui fait de plus en plus parler d'elle, c'est la petit moineau, ou appelée groseille rouge. C'est une toute petite tomate, mais en fait sa particularité c'est que c'est une sélection qui a été faite d'une espèce sauvage de tomate. Et du coup, naturellement, elle a des défenses, enfin elle est très très résistante aux maladies. Après, le calibre de la tomate est très petit, c'est une bille. Mais très productif, et nous on peut la faire peu importe l'été, mais on peut la faire dehors dans les monts d'arrêt. Et donc elle est tellement résistante comme de plus en plus de maraîchers recherchent des plants greffés, et elle peut servir de porte-greffe. C'est-à-dire qu'en fait on va cultiver des petits plants de tomates de la variété petit moineau, et après dessus on va greffer d'autres variétés. Et voilà, j'ai mon collègue, là, maraîcher, qui fait aussi de la semence pour le potager nourricier, là, qui a fait des essais l'année dernière. Bon, la greffe est assez technique, mais ça marche. En fait, c'est une variété qui est de plus en plus recherchée pour ça. Sans prendre, justement, des porte-greffes F1. Puisque ce qu'on trouve aujourd'hui en jardinerie de plants greffés, il y a beaucoup de jardiniers qui recherchent de plus en plus des plants greffés, faut savoir que c'est fait. C'est greffé en fait sur du porte-greffe F1, donc avec très souvent de la résistance de la maladie ou de la vigueur et tout ça. Donc après, ça veut dire que, encore une fois, la semence, on ne peut pas la réutiliser. Alors qu'en fait, on l'a déjà dit, mais je le redis, quand on commence à reproduire d'année en année sa semence, en fait, elle s'adapte au terroir, elle va devenir de plus en plus résistante. Et voilà, et elle va évoluer.
C'est ça qui est super intéressant. Alors, je vous propose maintenant de prendre un petit temps. On refera peut-être un épisode ensemble parce qu'il y a des milliards de choses à dire. Ouais. Mais les gens n'ont pas non plus 3 heures dans leur journée pour nous écouter. Donc, il faudra qu'on en refasse un ou voilà, qu'ils viennent faire une formation avec toi, qu'ils viennent à ta pépinière. Voilà. La pépinière de Thibaut, la pépinière d'Arnaud. On peut même faire une formation avec Arnaud et Thibaut en même temps. Voilà. Pourquoi pas, ça peut être bien. C'est vrai qu'il faudrait qu'on y pense. Et peut-être chez toi d'ailleurs. Peut-être. Tiens, parce que Avec nous, c'est Opaline vrai en maître que de cérémonie jusqu'à cette année, on proposait Formalon. une formation, mais là, on fait une pause en Podcast 2026. Mais pourquoi pas Pourquoi pas la délocaliser et la faire ensemble. C'est une bonne idée. Je fais pas d'envoi de graines, encore moins d'envoi de plants, parce que j'ai pas envie d'avoir cette gestion de stock en ligne, d'aller à la poste. Faut d'abord, la solution la plus simple, c'est de venir à la ferme, le mardi, le jeudi et les samedis. Sinon, le marché hebdomadaire de Rientec le mercredi matin et de Locmiquélic le vendredi matin. Et puis après, les grandes foires aux plantes du secteur. Hennebon, Gestel, Lanester, Kervignac aussi peut-être. Kervignac. Et puis après on retrouve mes graines dans quelques boutiques, à Maison Glaze à Gavre, à Coxy Market de Locmiquélic. Mais on peut retrouver toutes les infos sur ton site web aussi. Exactement, le portegraines.fr, c'est le plus simple. Trop bien. Ouais, avec des belles photos qui viennent toutes du jardin. Et est-ce que tu peux me redonner la plante que tu m'avais... Ah oui, on les met à tremper. La plante que tu m'avais offerte. Ah oui. Et après, je vais filer à mon cours de yoga. Bah t'as raison, on fait du yoga tous les jours. Donc rappelle-moi, là... Alors si je prononce bien, Jiaogulan ou Jiaogulan, qui est une plante asiatique de la pharmacopée chinoise. Thé de l'immortalité. Thé de l'immortalité, voilà, Ouais. c'est ça. Qui a un Elle est goût, plus belle que la dernière fois. de stevia, de réglisse, qu'on peut consommer fraîche dans des salades, qu'on peut faire sécher pour faire des infusions et donc faire ce fameux thé de l'immortalité. Oh là là. C'est une plante qui va soit grimper, soit dégouliner en fonction de... Si elle peut s'accrocher, elle grimpera, sinon elle dégoulinera. Ah, j'adore le goût. Plante rustique, Bon, je vais arrêter. qui résiste au moins à -10. Et qui, bizarrement, fait partie de la famille des courges, les cucurbitacées. Oui, ça se voit, enfin, elle a un petit style de courge. Alors, je vous propose de prendre un petit temps pour ralentir. On se projette dans 30 ans, en 2056. L'agroécologie, l'autonomie, bref, il y a un truc qui a pris chez les gens. Il y a eu un réveil, qui est d'ailleurs en cours, mais il s'est accéléré. Comment vous imaginez les territoires et comment les gens qui nous écoutent peuvent s'engager dans ce scénario ? La seule solution, s'il y en a une, c'est de jardiner, c'est de planter des arbres. Mais pour planter des arbres, il faut arrêter de bitumer. Donc ça veut dire que les nouvelles générations là qui commencent à acheter des maisons, mettez pas d'allées en goudron, mettez pas de carport, mettez un arbre et faites un potager quoi. Et aujourd'hui, on préfère faire des petites risquelles en pavé dans un bel allée goudronnée, et mettre de la bâche tissée partout pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes, enlever le chêne parce que y a des glands qui tombent et qu'il faut ramasser sur la terrasse. Par rapport aux semences, que chacun puisse faire. On peut pas être autonome sur les semences à 100%, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un maillage et qu'il faut qu'on échange entre nous. Mais il y a plein de variétés qui sont très simples à faire, qui prennent pas beaucoup de place. Et bon, je prends un exemple, la gastache, qui est une super aromatique. On a bu une petite tisane avec ça. Ça fait des super fleurs tout l'été qui attirent les pollinisateurs. Ça te fait des super tisanes. Ça te fait plein de graines que tu peux échanger avec d'autres graines. Quand tu as récolté les graines avec les fleurs, tu peux encore faire de la tisane. Ça repousse chaque année parce que c'est vivace et ça prend pas de place au jardin. C'est des plantes comme ça qu'il faut utiliser,
qu'il faut faire connaître et qu'il faut voilà. Et s'il y en a un qui fait une agastache, le voisin qui fait une autre agastache, on s'échange et c'est bien. Bah moi j'aimerais bien un vrai maillage avec un semencier tous les 50 km peut-être. 40 km ce serait peut-être voilà, qui est vraiment on parle tout le temps de terroir et on adapte nos graines à notre terroir. Alors on se rend compte qu'il y a des graines qu'on va chercher au Biogerme dans le sud-ouest qui s'adaptent assez facilement, il y en a d'autres qui s'adaptent mal, mais c'est vrai que si on a des souches qui sont adaptées depuis plusieurs années et qu'on continue de les adapter, et donc elles s'adaptent aussi aux changements qui arrivent, peut-être qu'on aura des super graines. Et qui dit des super graines dit des super légumes. Et qui dit des super légumes, ben on sera tous en pleine forme et en pleine santé. Et si on est tous en pleine forme et en pleine santé, le monde est au max. Ouais, c'est chouette ça. Ça me plaît bien. J'adhère. Pour moi, c'est primordial. C'est la reconnexion à la nature, au vivant, au cycle des saisons, ralentir. Et c'est vrai que je pense qu'il y a... Enfin, je doute qu'il y ait beaucoup de parents, par exemple, qui disent bah, c'est pas bien que mon enfant fasse le potager à l'école, quoi. Mais on dit aux jeunes, bah, c'est bien qu'ils apprennent à l'école, qu'il y ait le petit potager dans la cour et tout ça. Mais il faut que les parents accompagnent aussi là-dessus, qu'ils ne se déchargent pas en fait, de leur première responsabilité. Et qu'en effet, les jardins, dans tout jardin, il devrait, oui, tout lieu d'habitation, il devrait y avoir un jardin. Si on ne peut pas l'assurer soi-même, ben, on le fait de manière collective, comme la dynamique des jardins partagés. Et moi, j'étais longtemps sur Brest, et c'est vrai que quand je voyais un bout d'herbe sur un rond-point même, ou dans un ancien parc, transformé en jardin potager avec plantation d'arbres et tout ça, que les gens descendent de leur appartement, de l'immeuble, et qui viennent tous se retrouver là, ça crée une vie sociale et puis une reconnexion au vivant, à la culture. Donc ça, ce serait déjà la première chose, déjà que les personnes soient dans cette démarche-là. Quand on peut pas, c'est une consommation, comme je disais tout à l'heure, biologique et locale au maximum. Surtout quand l'offre elle est là, et il y a de plus en plus d'offres comme en alimentation de qualité localement. Et après, pour le réseau des producteurs de semences, en effet, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Je pense qu'on travaillera en réseau, ça c'est impératif, parce qu'on peut pas rester... on peut faire chez soi ses propres graines, mais de travailler en réseau, ça permet après de faciliter la commercialisation quand il y a besoin. Et puis d'assurer, faire des essais, et puis d'assurer aussi des récoltes quand chez l'un, il y a des problèmes de maladies ou de ravageurs. Donc voilà, et puis oui, on devrait naître avec un hectare chacun. Si chacun prend soin d'un hectare, voilà. Ouais. C'est déjà le début de l'écologie. Je pense qu'il y a dans un de tes podcasts, il y avait quelqu'un qui disait ça, sa vision écologique des choses, c'était aussi prendre soin de son lieu. Ah, ça c'est clair. Ouais. Que c'était sa façon à lui d'être un militant écologiste, c'était qu'il prenait soin d'un lieu au maximum. Moi, c'est comme ça que je vois déjà chez moi, et puis le terrain que je loue maintenant depuis peu. Ouais. Et pourtant, on est en Bretagne, on est entouré par des champs de maïs en conventionnel, mais bon, conventionnel, quel est ce mot aussi. Et donc, si moi, au milieu de tout ça, j'arrive à prendre soin d'une petite parcelle, que j'en fais un petit îlot cohérent. Peut-être que ça peut donner des idées au prochain. Se remonter un peu les manches aussi. Aussi, ouais. Ne pas croire que c'est facile de... Voilà. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est très très facile. La réalité dans un jardin... il faut la vivre pour comprendre. Elle est bien différente de 5 minutes de vidéo où on a l'impression qu'on arrive à avoir des légumes comme ça. C'est aussi un boulot, un temps d'observation, de réflexion, de logistique énorme. Et puis de temps en temps, faut charbonner, quoi. Alors j'ai une dernière question. Et je vais l'introduire avec ce que j'ai lu sur ton site, le potager nourricier Arnaud. Volontairement, je ne suis sur aucun réseau social. Les réseaux que je préfère, les humains, les racines. Les réseaux que je préfère, les humains, les racines, les abeilles, les vers de terre et le mycélium. Où est-ce qu'on vous trouve ? Où est-ce qu'on peut acheter vos graines, vos plants ? Et où est-ce qu'on peut se former avec vous ? Voilà. On peut
formé chez l'un ou chez l'autre, il suffit de demander en fait. Ça, c'est s'il y a une demande, un besoin. Alors Arnaud a mis des choses plus précises, plus organisées. Moi, j'ai pas encore mis ça, mais ça peut se mettre en application assez facilement. Et puis après, j'ai 3, on va dire, modes de fonctionnement. Le premier, c'est les marchés et les foires aux plantes. Donc je me déplace, je fais un marché de mon village, je fais des foires aux plantes autour de chez moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, à partir de demain d'ailleurs, j'ouvre sur ma pépinière, les gens peuvent passer, acheter des plantes ou des graines. Qui est à Kervignac, on l'a pas dit. Kervignac, exactement. Et la troisième façon, c'est certaines boutiques qui prennent des présentoirs avec des graines, parfois des plants, mais c'est voilà. Ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et je vais compléter, Thibaut, quand même, tu as un super site internet. Mais je ne fais pas de vente T'es en sur la ligne. toile. Non, mais par contre, c'est un très bon site d'information. C'est un site d'information. Ça explique comment tu travailles, et puis il y a quand même le catalogue des plants et des semences. Donc pour les personnes qui veulent déjà consulter en amont ce que tu produis, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc voilà, donc en effet, on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on a chacun un site internet, donc leportegraines.fr, et nous, donc c'est lepotagernourricier.fr. Et voilà, donc il y a beaucoup d'informations sur ce site internet. Et nous, notre démarche, pareil, de vente, où nous trouver beaucoup sur place. Depuis mi-janvier jusqu'à mi-juin, on a des horaires d'ouverture, donc sur place pépinière et boutique pour les graines. Et après, un peu à l'extérieur, mais très localement. Un marché hebdomadaire, et puis quelques événements. Et pour les semences, une quinzaine de magasins revendeurs. Plutôt Finistère Nord. Donc voilà. Aussi. Et on expédie les semences, mais pas les plants. Voilà. C'est quelque chose de très chronophage, les réseaux. Hein. C'est-à-dire que le temps qu'on peut passer à faire des publications, expliquer des choses, se filmer, c'est un temps qu'on n'a pas ensuite pour être au jardin, pour ensacher nos graines, pour toute la logistique qu'on a sur la ferme. Pour la vie. Pour la vie, voilà, hein, parce qu'il y a aussi une vie de famille, on a des enfants tous les deux. Moi, si en plus je me mets 1 heure par jour sur les réseaux pour faire ma com. Et après, moi je sais que le site internet est assez étoffé, il y a les bons de commande qui sont mis à jour toutes les semaines et tout. Ça prend déjà du temps. Ouais. Et je ne me vois pas du tout, c'est déjà beaucoup trop. Puis l'administratif de l'entreprise et tout ça. Et puis il n'y a pas besoin. En fait, il y a peut-être besoin pour certains types de commerce. Et encore. Moi, je n'ai jamais été sur les réseaux, sur les différentes choses que j'ai pu faire avant. Mon épouse non plus, et on s'en est toujours sorti. Et donc aujourd'hui, on nous dit, si tu fais pas ta com sur Instagram, c'est foutu, on ne te verra pas, t'as pas de visibilité. La visibilité de qui ? C'est pas parce qu'il y a 3000 personnes qui nous voient sur la publication sur Instagram que je vais vendre 3000 sachets. Donc moi, je veux avoir une visibilité auprès de gens qui me font confiance et qui viennent me voir et qui me voient en direct, avec qui je peux vraiment dialoguer, échanger. Mais c'est pas un petit bandeau avec une petite courte vidéo de 5 secondes à faire le... Enfin bref. Merci de prendre soin de la vie et de passer le moins de temps possible sur les écrans, parce qu'en faisant ça, il y a moins de gens qui vont aussi passer sur les écrans, parce que plus tu fais de vidéos, plus il y a de gens qui les regardent. Voilà. On en passe quand même, mais sur des tableaux Excel, en cherchant des informations, il y a quand même du temps passé sur un ordinateur. Mais par contre, c'est plutôt un temps constructif et un temps parfois d'information, parce qu'il y a toujours des informations à chercher. Ouais. Est-ce qu'il vous reste un dernier message, mais vraiment 30 secondes à dire ? Allez Thibaut, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est pas facile ce que vous me demandez là. T'as pas une petite piste ? Un message pour les gens qui vont faire leur jardin cette année ? Pour ceux qui démarrent, en tout cas, voyez pas trop grand. Allez, prenez le temps aussi de faire un jardin, démarrer par 2 mètres carrés cette année, 4 mètres carrés l'année prochaine, mais faites pas tout d'un coup, on va retourner l'ensemble du jardin, allez hop, on va devenir autonome en une saison. Vous allez
peut-être avoir des déconvenues, ça va peut-être vous dégoûter, donc prenez le temps, c'est pareil, de faire un jardin petit à petit. Voilà, prenez votre temps. Il y a tellement de boulot qu'il faut prendre son temps, sinon on s'en sortira pas. Et plus on prend son temps, plus on arrive à faire du boulot. C'est ça qui est un peu paradoxal. La quantité de travail que je fais aujourd'hui, si j'avais dû la faire il y a 3 ans d'un coup, en une seule fois, je pense qu'on ne serait pas là en train de discuter aujourd'hui de tout ça. C'est très bien que j'ai pu démarrer sur un petit jardin de ville chez moi. Ça m'a permis de prendre le temps, de faire les choses au fur et à mesure, de prendre de l'expérience, et puis aussi ça m'a simplifié. Une fois qu'une information est acquise, une méthode est acquise, on peut en apprendre une autre, et c'est au fur et à mesure. Mais ouais, faut prendre son temps. Ce que je disais toujours dans les formations, c'est de démarrer petit, mais de bien faire, sur une toute petite surface. Après, la technique, il en existe plein, il y a plein de choses qu'on trouve sur Internet. On fait des visites guidées donc de la ferme, et on prend le temps avec les visiteurs pendant 2-3 heures de discuter techniques de jardinage. Ils voient comment nous on a fait. Ça a inspiré beaucoup de personnes qui m'ont demandé après, où est-ce que je peux trouver ça, le broyat. Je vois mon frère, il est dans un lotissement, mais il a un petit jardin, et il a quand même sur un petit jardin fait 2-3 carrés, et il y va petit à petit. Puis cette année, il a racheté un petit bout de champ, et là il a planté quelques arbres. Et comme tu disais, Thibaut, il l'aurait pas fait il y a 10 ans, mais là il voit que maintenant il va en prendre soin, et puis petit à petit, voilà. Et ça, c'est super important de le faire progressivement. Moi, c'est pareil, mon installation il y a 10 ans, je l'ai faite progressive, et ça c'est très très important, mais de bien faire les choses. Et puis évidemment, de choisir de la semence biologique et reproductible. Exactement. Merci. Merci aussi, Opaline. Merci, Merci. du temps que tu nous as donné, et merci de cet échange. On va se revoir. Bientôt. Au revoir. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a semé des graines de vie dans votre cœur, votre esprit, pour peut-être mettre en mouvement votre corps vers la régénération du vivant par l'agroécologie. Avant de passer à une autre occupation, je vous invite à prendre un petit temps pour intégrer les messages clés avec lesquels vous repartez de cette écoute. Et pour maximiser les bénéfices, je vous propose de le faire en respirant. On va faire 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Alors, comment vous sentez-vous ? N'hésitez pas à prendre le temps de noter les 3 apprentissages clés avec lesquels vous repartez suite à cette écoute. Et si cet épisode vous a plu, je vous serais très reconnaissante de recevoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de son écoute. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description, et même vous engager à me soutenir chaque mois, par exemple pendant 6 mois. Cela sécurise encore plus mon travail. À bientôt, et pensez à mettre les mains dans la terre et dans les graines régulièrement. Le vivant en a besoin, et vous aussi.